Jumbo, Django, mon frère. bienvenue. Le BDP Paris Inter t'invite dans le cadre de sa série d'interviews qui se Mhm. concentre sur les acteurs sociaux décoloniaux, panafricains et indépendantistes. Ici. Le restaurant Diaspora nous accueille chaleureusement en ses murs et on le remercie profondément. Tout d'abord, peux-tu présenter l'association à laquelle tu appartiens Ok, et ensuite nous préciser tes responsabilités au sein de celle-ci. d'accord. Mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation. Ça fait plaisir justement que vous me donnez la parole. Alors nous, justement, c'est K Ubuntu. Du coup, c'est une organisation panafricaniste et indépendantiste réunionnaise. Cette organisation a quatre grands objectifs, quatre grandes lignes directrices, qui est déjà d'abord activer la conscience historique et politique de notre peuple. Ensuite, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Le troisième objectif, c'est arracher l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, qui est toujours une colonie française. Et le quatrième objectif, c'est de mettre en place les États-Unis d'Afrique, cette unité africaine, comme l'ont voulu nos prédécesseurs, comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Sankara, etc. Et donc, dans Kaubuntu, Romain Katambara, j'ai la fonction de président de cette organisation qui s'est justement enregistré en tant que parti politique il n'y a pas très longtemps. Et donc, au tout début, Ubuntu qui a été fondé en 2020, on n'était pas enregistré, on était vraiment un mouvement de fait, on va dire. Mais après, on a décidé de se structurer et on s'est structuré en parti politique. Donc voilà, avec différentes commissions de travail, différentes sections. Donc là, on a une section qui est à Paris, qui est la plus active, une section à Lyon, une section à Toulouse. Et on vient d'ouvrir, d'ici il y a quelques jours, on a ouvert une section à l'île de la Réunion, parce que pour nous, c'est primordial justement d'avoir un pied à la Réunion. Donc, il nous a fallu 4 ans de travail pour pouvoir enfin avoir nos premiers membres qui sont au pays à la Réunion. Ouais. Donc voilà. Donc vous avez vraiment travaillé d'abord à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Pour concentrer. C'est ça, parce que Kaubuntu est né dans la diaspora à travers un contexte, parce que du coup, il y a Valdéric, Jawad et moi qui sommes cofondateurs, donc 3 Réunionnais. Il faut savoir que Jawad, il est à Mayotte, donc il est là-bas à Mayotte, il a sa famille là-bas, tout ça. Il milite depuis longtemps. Après, Valdéric et moi, justement, nous on est ici en France. Et on s'est rencontrés lors d'une conférence où il y avait Hamzat Boukari Yabara. Donc voilà, et lors de cette conférence, on a discuté, etc. parce qu'on se voyait, on se connaissait déjà à La Réunion. Après, on s'était perdu de vue. Mais là, on s'est retrouvés lors de cette conférence il y a 4 ans. Et à partir de là, on a fait les connexions. On a beaucoup échangé avec Valdéric et Jawad. C'était notamment lors du premier confinement par rapport au Covid. Et à partir de là, comme on voyait qu'on avait cette convergence au niveau qu'il faut un mouvement indépendantiste et panafricaniste, chose qui n'existait pas à ce moment-là, donc on s'est dit on va fonder notre organisation K Ubuntu. Et le K, pour finir, le K du coup c'est l'énergie divine dans l'Égypte antique qui est en chacun d'entre nous. Hein. Et ensuite l'Ubuntu, c'est une philosophie bantou qui prône justement la solidarité, le collectivisme. On a choisi ce nom parce qu'on s'oppose à l'individualisme que nous impose le système capitaliste. Donc voilà. D'accord. Pour une mise en contexte, on a vu que le mouvement a pris une nouvelle dynamique ces derniers mois. Peux-tu nous expliquer et nous éclairer sur les inégalités raciales à La Réunion, qui sont par exemple les gros blancs, qui possèdent quoi, le long fil rouge de la colonisation, et quel modèle économique a servi cette zone géographique? Alors, par rapport à cette question, on voit que déjà à La Réunion, pour une mise en contexte, comme tu as dit, il y a différentes communautés. Donc, il y a les Chinois, il y a les Arabes, on les appelle Arabes, mais c'est pas les Maghrébins ou c'est des personnes qui viennent de l'Inde et qui, comme ces personnes sont de confession musulmane, à La Réunion, on les appelle les Arabes. Après, il y a les Malbars, du coup, c'est des Indiens aussi. Et ensuite, il y a les Yab, qui sont les petits blancs de La Réunion, opposés aux gros blancs qui, eux, possèdent les terres, etc., qui sont vraiment les descendants des maîtres esclavagistes, etc. Donc, les petits blancs qui, eux, on va dire, n'ont pas
n'ont pas eu de grandes terres, de position esclave et Pas tout. de capital économique. Voilà, qui n'a pas eu un capital économique, social et tout. Donc voilà. Et après, il y a le CAF. Donc le CAF, c'est justement les Africains de la Réunion, les Afro-descendants. Et donc voilà les différentes communautés à la Réunion. Et par rapport aux inégalités raciales, c'est quelque chose qui est très présent dans notre pays. Parce que si tu regardes au niveau de la société, celui qui est en bas de l'échelle sociale, c'est justement l'afro-descendant. C'est le descendant de Malgaches et d'Africains. Pourquoi? Parce que justement, à travers tout le contexte de l'esclavage, la colonisation, en gros, nous, quand on est arrivé, nos ancêtres, quand ils sont arrivés à la Réunion, on les a enlevé leur identité, leur nom, leur culture, leur tradition ont été diabolisées. Donc, on s'est retrouvé déracinés. Et à travers ça, tu regardes les autres communautés qui sont arrivées par la voie de langagisme, par exemple les Chinois, les Malbars, tout ça, la voie de langagisme, c'est-à-dire après justement la période esclavagiste, où ils faisaient venir de force du coup des engagés qui étaient soi-disant des travailleurs mais qui étaient exploités, hein, c'était toujours les mêmes conditions que l'esclavage. Mais ces personnes-là ont pu, les Indiens, les Chinois, tout ça, ils ont pu préserver leur identité, leur culture, leur tradition. Donc nous, on a été déshumanisés à travers l'esclavage. Et aujourd'hui, en fin de compte, il y a encore les séquelles, les conséquences de ce système-là, ce qui fait que le CAF, du coup, à La Réunion, il est souvent, on va le plus se retrouver dans les prisons, dans les problèmes de délinquance, de drogue, d'alcool, tout ça, d'échecs scolaires. Et par rapport à ça, il y a un livre d'un sociologue réunionnais qui s'appelle Laurent Médéa, qui a écrit le livre CAF. Il a fait une étude de la situation du CAF à La Réunion, en faisant intervenir différents chercheurs de différents domaines, que ce soit la sociologie, l'histoire, etc. Et il fait vraiment un état des lieux où, en lisant ce livre, il dit clairement, à travers des faits, hein, que le CAF est en bas de l'échelle sociale. Donc voilà. Et après, pour continuer par rapport à ta question, les gros blancs à La Réunion, du coup, les gros blancs, comme je l'ai dit auparavant, ce sont les descendants des esclavagistes, les gros propriétaires terriens qui ont un gros capital économique, tout ça. Et donc, ces personnes-là se sont reconverties, par exemple, dans tout ce qui est la grande distribution, tout ce qui est aussi l'immobilier, tout ça. Donc, en gros, le capital qu'ils ont pu obtenir pendant la période de l'esclavage, ben, ces personnes-là possèdent encore ce capital. Il y a, par exemple, la famille Isotier, qui a fait fortune justement avec l'esclavage et notamment produit le rhum, etc. Ben, Isotier justement a diversifié son économie. Quand j'étais à la qui est l'une des premières ressources de la Réunion, non, si je me trompe. Oui, ben c'est une ressource importante parce que voilà, la production première à la Réunion, ben nous en fin de compte, dans la monoculture, c'est la canne à sucre. Donc après avec la canne, tu fais le rhum, tout ça, etc. Donc oui, il y a une production de rhum qui est connue. Qui va directement dans les poches de ces problèmes. Voilà, c'est ça. Et qui tue en même temps notre population, parce que notre population va se morfondre dans l'alcool, et c'est le rhum, tout ça. D'ailleurs, à La Réunion, souvent, on voit que le rhum est bien mis en avant dans les supermarchés. Et donc voilà, c'est comme si le système veut que les plus délaissés dans le système colonial actuel va se morfondre dans le rhum pour pas réfléchir à une forme de libération. Donc voilà. C'est pas qu'une supposition, je pense. Voilà ça. Donc à partir de là, du coup les gros blancs, la famille Zotier, il y a d'autres familles aussi, et donc ces personnes-là, c'est eux qui ont un gros capital, etc. Et qui aujourd'hui ont encore ce capital-là. Donc voilà. D'accord. Alors, on va continuer sur l'association. Quels sont les objectifs à long terme de l'association Kaubuntu, que ce soit politique, culturel ou éducatif? Je sais que vous avez poursuivi une perspective d'éducation des masses à un moment donné pour décoloniser les esprits. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées dans cette aventure et quelles sont vos plus grandes fiertés? Alors, les objectifs, du coup, les objectifs Kaubuntu, c'est vraiment de faire que
nous soyons très présents à La Réunion. Nous, clairement, et ça on le dit aux autres camarades militants réunionnais, tout ça, nous on dit notre objectif c'est d'avoir le pouvoir politique sur le plan local chez nous, pour pouvoir justement commencer à faire les choses par nous-mêmes pour nous-mêmes. Maintenant, à partir de là, c'est pour ça qu'on s'est structuré en parti politique et c'est pour ça qu'on vient d'ouvrir la section à La Réunion, parce que on veut qu'il y ait beaucoup de militants pour pouvoir mettre en avant et propager l'idée de l'indépendance, l'idée du panafricanisme, parce que c'est inexistant à La Réunion, ces idées-là. Pour justement faire le lien avec le passé, il y a eu des indépendantistes à l'époque bien avant nous, on fait juste reprendre le flambeau, mais c'est juste qu'à un moment, il y a eu une cassure parce que dans les années 80, il y avait le mouvement pour l'indépendance de La Réunion, donc c'était un parti politique indépendantiste réunionnais, où justement ces leaders-là, certains étaient partis se former au maniement des armes avec Kadhafi, Kadhafi qui soutenait ce mouvement-là. Après, voilà, ça n'a pas tenu malheureusement sur le temps, et donc à partir de là, il y a eu une cassure parce que ça a été mis aux oubliettes par le système colonial assez facilement, parce qu'on trouve très peu de documents d'écrits sur justement la lutte de nos leaders à l'époque par rapport à ça. Mais nous, à Kaobuntu, on a réussi quand même à retrouver des déclarations, des discours, notamment de C.H. Sinamale, un grand leader indépendantiste réunionnais, qui était à une conférence en 85, si je ne me trompe pas, des dernières colonies, c'était aux Antilles. Donc, il était parti là-bas, il y avait la Kanaki, il y avait la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il a fait un discours qu'on peut retrouver sur Internet, tout ça, où il dit clairement il faut un État réunionnais. Et donc, il y a eu C.H. Sinamale, il y a eu Jean-Baptiste Ponama aussi, qui était avec C.H. Sinamale. Jean-Baptiste Ponama aussi, qui était dans cet activisme pour l'indépendance. Après, il y a eu une cassure quand le mouvement s'est écroulé. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de relais. C'était quelles années, ça? Les années 80, 90. Parce que Ponama, il est décédé en 93. Et après, C.H. Sinamale, il est décédé un peu plus tard, en 2008. Mais déjà, je dirais que dans les années 90, il y a commencé à avoir cette coupure quand même. Donc, et nous, on fait ce constat-là, de cette coupure-là, alors que nos leaders étaient en contact avec justement les Kanaks, avec les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, tout ça. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que nous, quand on est arrivé en 2020, même les nouvelles générations dans ces organisations-là, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu des indépendantistes réunionnais. Donc, on s'est dit, il y a eu vraiment une cassure. Parce que même eux, ils n'ont pas eu l'information de la part de leurs anciens qui étaient en contact avec nos anciens. Donc, nous, l'objectif déjà, dès qu'on a lancé Kaobuntu, c'était de remettre au goût du jour ce qu'a fait le travail justement de C.H. Sinamale, Jean-Baptiste Ponama. Devoir de mémoire d'abord. Voilà, devoir de mémoire. On avait fait un événement, c'était à Montreuil, je crois, il y a 2-3 ans, 2 ans, je crois. On avait fait un événement sur les figures d'indépendance de La Réunion. Et on a parlé de C.H. Sinamale, Jean-Baptiste Ponama. C'est pour ça, dans tous nos événements, quand on va dans les manifestations, on part avec le drapeau indépendantiste réunionnais, qui a été fait par les anciens à l'époque. Nous, on reprend ça parce que c'est important que les gens savent que voilà, il y a des gens qui ont fait un travail, qui ont posé des bases. Donc voilà. Donc après, nous maintenant là, l'objectif, c'est vraiment avoir beaucoup de réunionnais au sein de Kaobuntu. C'est de faire en sorte que la question de l'indépendance et du panafricanisme soit présente dans le débat au niveau public. Voilà. Donc à partir de là, il faut réussir à médiatiser nos idées. Donc là, on utilise les moyens qui sont à nos dispositions, les réseaux sociaux, etc. On essaie de faire des événements ici, là, dans la diaspora. Là, maintenant, comme il y a une section à La Réunion, les frères là-bas, ils vont pouvoir prendre le relais et continuer. Et d'ailleurs, comme ils seront sur place, ce sera encore plus actif, je pense, parce que là-bas, on pourra aller clairement parler directement avec les gens. Donc voilà. Après, par rapport aux difficultés, c'est ça ta question sur les difficultés qu'on a rencontrées. Les difficultés qu'on a rencontrées, déjà, au niveau, on va dire, au niveau des autres organisations militantes à La Réunion, qui sont plus des organisations culturelles, mais qui vont pas aller sur le terrain vraiment de dire, faut une rupture avec ce système-là. Donc, ça fait que, au tout début, justement, il y avait une forme, voilà, une friction, incompréhension
Parce qu'on était vus comme des ovnis, en fin de compte, voilà. Alors que justement, parmi ces militants-là, il y en a qui nous disent qu'ils sont indépendantistes. Mais maintenant, personne dit publiquement qu'il est indépendantiste. Ça, c'est tout le paradoxe. Donc, c'est pour ça que nous invitons justement nos camarades à maintenant, on dit, faut clairement afficher qu'on est indépendantiste. Si là-bas les Corses ils le font, les Kanaks ils le font, les Polynésiens le font, les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, eux ils le font, ils ont leurs organisations politiques qui se disent clairement indépendantistes et qui sont identifiées. Nous à La Réunion, actuellement, il y a personne, tu vois. Donc ça c'est une grande difficulté parce que ça fait qu'après les personnes, elles savent qu'il y a un système qui les oppresse, mais comme il y a personne qui parle de ce système-là, qui l'analyse, qui les décortique, ces personnes-là tombent dans un fatalisme, ils disent c'est comme ça, tu vois. Mais c'est pas parce que elles veulent pas se battre, c'est parce qu'elles ont pas conscience. Et donc, je pense que voilà, il est essentiel que tous les militants réunionnais qui veulent une souveraineté pour la Réunion le disent clairement. Et après, les bénéfices, c'est que là, dans la diaspora, en 4 ans, on a pu toucher la jeunesse réunionnaise. Et ça, c'est bien parce que dans Ubuntu, du coup, c'est plus une jeunesse réunionnaise qui est présente, mais aussi, il y a un frère de Guadeloupe, de Martinique, une sœur d'Angola, une sœur des Comores, parce que faut pas oublier qu'Ubuntu est panafricain. Donc, dans cette optique panafricaniste-là, d'unifier justement les Africains. Donc, Ubuntu n'est pas réunionnais centré, même si sa priorité c'est la Réunion, mais porte aussi beaucoup d'intérêt à tout ce qui se passe par rapport au Congo et tout ce que fait l'impérialisme sur le continent. Ça nous concerne parce que nous-mêmes, on fait partie du continent étant une île africaine. Donc voilà. Donc les bénéfices, c'est qu'on a pu recruter les personnes, toucher la jeunesse réunionnaise, la diaspora réunionnaise, mais aussi ceux qui sont au pays grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà. Petit aparté sur le cadre des questions, je me demandais, est-ce qu'au final, les communautés chinoises et indiennes présentes à La Réunion, est-ce qu'elles n'ont pas réussi à s'en sortir parce qu'elles avaient toujours cette connexion avec leur pays d'origine, ce que n'a pas eu la communauté africaine à La Réunion au final. D'accord. C'est ça, parce que justement, là, c'est bien que tu parles de ça, parce que par exemple, les Indiens à La Réunion, il faut savoir que l'Inde a un soft power à La Réunion. Voilà. Il y a même une ville à La Réunion, Saint-André, on dit que c'est la ville des Malbas. Parce que là-bas, voilà, leur communauté est très présente et l'Inde a vraiment un soft power à La Réunion. Donc oui, ils ont toujours eu ce lien avec l'Inde, tout ça. Il y a des Malbas qui souvent vont en Inde. Et donc il y a les connexions qui se font. Les Chinois de La Réunion aussi sont en connexion avec la Chine. Donc oui, il y a les connexions qui se font. Donc oui, comme tu dis. Et donc c'est à nous aussi de faire, en tant que panafricaniste, ça va être le travail de Ubuntu, ça on va le faire sur le temps qui vient là, de vraiment créer cette connexion-là avec le continent africain. Et ça, c'est important en fin de compte. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans le livre de Médéa, le sociologue réunionnais CAF, il dit il y a une personne, donc je sais plus chez la chose dans quel domaine, mais elle dit un des points faibles de la communauté CAF à La Réunion, c'est que il n'y a pas cet élan panafricaniste, c'est-à-dire de connexion avec l'Afrique. Donc voilà. Donc d'accord. Dans vos publications, vous utilisez de plus en plus le créole comme langue secondaire. Oui. Quels sont les enjeux liés à l'utilisation de votre langue? Alors, les enjeux, justement, sans doute t'as entendu parler de la diglossie, qui est en linguistique, ça veut dire que la langue parlée par la minorité est dominante par rapport à la langue parlée par la majorité de la population. À La Réunion, dans ce contexte colonial-là, on voit que le français, c'est la langue dominante au détriment du créole. Dominante, pourquoi? Parce que c'est celle qui va être parlée dans les administrations, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'école. On va imposer justement qu'il faut parler français, et ça, c'est tout le discours colonial qui dit depuis des années que parler créole, c'est pas bien, etc. Donc voilà. Alors que quand tu regardes à La Réunion, tout le monde parle créole chez soi, dans la rue, etc. Donc pour nous, c'est important dans un combat anticolonialiste de mettre en avant ce qui fait vraiment l'identité de notre peuple et de tous les peuples, c'est vraiment leur langue. Et donc c'est pour ça on a décidé, et ça s'est fait vraiment là il y a pas très longtemps, récemment, parce qu'on a sorti des textes, des communiqués où justement c'était écrit en créole, tout ça.
Ça, c'est notamment à travers l'idée des frères membres de Ubuntu qui se sont dit, ce serait bien de faire une commission langue causée. Donc, un groupe de travail langue causée dédié à la langue réunionnaise. Et ce qui est bien, c'est que nos camarades au sein de Ubuntu, il y en a, ils se sont formés de manière autodidacte sur justement notre langue réunionnaise, notre langue maternelle. Donc, ça, c'est vraiment top. Et là, à partir sans doute de mois prochain ou du mois de septembre, on va lancer aussi des cours sur la langue réunionnaise qui va être ouvert au public. Très bien. Donc voilà, ça c'est un projet Cours vraiment. en ligne, ça va être, voilà, là ça va être en ligne parce que sans doute il y a aussi des personnes à la Réunion aussi, oui. ou bien même des gens de la diaspora mais qui seront pas sur Paris, tout ça, qui vont accéder. Donc là on va faire en ligne, mais après si on pourra développer aussi en présentiel par la suite parce que c'est important, on le fera sans doute à l'avenir. Donc ça, voilà, ça se fait partie aussi des batailles de Ubuntu. C'est clairement mise en avant de l'histoire, mais aussi de ce qui fait notre identité, c'est-à-dire notre langue, et qui unit le peuple réunionnais. Donc voilà. Prochaine question. Vous avez récemment fait une intervention à la fête de l'indépendance des Comores, le 6 juillet dernier. Pourquoi est-ce important d'assister à ce genre d'événement et qu'attendez-vous de ces rassemblements? Alors, nous, c'est important justement d'être là, d'assister à ces événements-là, parce que c'est une occasion d'aller parler avec nos frères et sœurs, justement, des Comores, là, parce que c'était pas pour les Comores, c'était pas pour Madagascar, pas pour Madagascar. Le but, c'est quoi? C'est que nous, on a inventé un concept, c'est l'Afrocéanie. L'Afrocéanie, ce concept-là qui a été inventé par un frère de Ubuntu qui s'appelle Jawad, un des cofondateurs, ça a pour but justement de contrer l'India-Océanie. L'India-Océanie, c'est l'impérialisme français dans l'océan Indien, notamment à travers la francophonie. Et avec aussi la Commission de l'océan Indien, qui est une institution, etc., qui promeut l'impérialisme français, parce que la France est présente dans une organisation régionale où normalement il y a que les pays de la région. Donc voilà, mais parce qu'il dit, parce que la France dit, voilà, la Réunion, c'est français, donc on est dedans. Donc ça, tu vois. Et du coup, à partir de là, nous, on a décidé de faire l'Afrocéanie, qui a pour but justement de fédérer les États, les pays de la région de l'océan Indien. Et donc, pourquoi on est parti là-bas? Nous, on part là-bas à chaque fois pour dénoncer les marionnettes de l'État français dans la région. Et là, en l'occurrence, c'était Azali Assoumani, le président des Comores. Donc, nous, quand on est parti là-bas, dans ma prise de parole, c'était justement de faire connaître l'Afrocéanie, mais en même temps, de dire, mais est-ce qu'il y a réellement une indépendance quand on sait que la France, elle contrôle la monnaie comorienne, enfin le franc comorien, qui est la même chose que le franc CFA, quand on sait qu'elle occupe Mayotte illégalement, qui normalement est un territoire comorien, et que Azali Assoumani, en fin de compte, est la marionnette de Macron. Donc, à partir de là, le but, c'est ça, c'est vraiment, dans ces moments de festivité, etc., de dire, il y a encore un combat à mener pour notre libération et on doit se fédérer. Donc, voilà le but. D'accord. On a fini pour la partie associative et on va rentrer dans le cadre des questions géopolitiques et sociales. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous éclairer sur les raisons pour lesquelles la Kanaki, la Réunion et les départements des Outre-mer sont fondamentalement des colonies françaises? Déjà, la Réunion, et on pourra faire le parallèle avec les autres territoires colonisés par la France, sur le terrain économique. Le terrain économique, comme on dit, c'est économie de comptoir, où on va rester dépendant des importations, notamment des produits venant de l'Hexagone et d'autres pays aussi, de pays de l'Union européenne, pays d'Asie, etc. Mais nous, on va rester dans cette dépendance-là, mais sur le plan, on va dire, territorial, sur le plan vraiment de notre pays, on n'aura pas cette production locale. Et donc ça, déjà la France, maintenant dans cette dépendance-là, nous fait croire qu'on peut pas avoir notre destin entre nos mains. Donc là, que ce soit la Réunion, Guadeloupe, Kanaki, c'est la même chose. Après, sur le terrain politique, la Réunion à l'heure actuelle, et là c'est une petite différence par rapport à la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, c'est que toutes les lois qui sont prises ici, déconnectées de la réalité réunionnaise, s'appliquent directement chez nous, où il peut pas avoir de spécificité. Notre spécificité n'est pas prise en compte.
notamment depuis une révision constitutionnelle de 2003 avec l'amendement Virapoulet, donc Virapoulet qui était à l'époque sénateur et donc un Réunionnais, sénateur, tout ça. Ben ce politicien-là, il voulait pas qu'il y ait une forme de spécificité qui soit reconnue par rapport à la Réunion, parce que lui, totalement pro-français, il a décidé de bloquer justement cette possibilité, on va dire, d'autonomie entre guillemets. Voilà, c'est ça pour la Réunion. Donc ça fait que nous on peut pas prendre des lois pays, par exemple la Kanaki peut prendre des lois pays. Tu peux préciser ce que c'est? Les lois pays, c'est-à-dire que tu prends des dispositions législatives ou réglementaires par rapport justement les spécificités de ton territoire, par exemple par rapport à l'environnement. D'accord. Comme ça. Qui est différent de, par exemple, la grosse politique pour toute la nation. Voilà, c'est ça. On va pas l'appliquer à ton territoire parce que c'est déconnecté, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc par rapport à la Constitution, l'article 73, nous, il y a un amendement, nous on dit clairement dedans que la Réunion ne peut pas, voilà, prendre des dispositions par rapport à ces spécificités. Donc voilà, déjà sur le plan politique et après sur le plan culturel. Donc le plan culturel, clairement, comme j'ai parlé tout à l'heure, la DIGLE aussi, le fait aussi que tout ce qui est justement notre culture, etc. Il y a de la réappropriation culturelle de la part justement de ce qu'on appelle les oreilles, donc les blancs ici quand ils vont là-bas et qui disent nous on joue le maloya, etc. Maloya, musique traditionnelle réunionnaise, ils veulent se réapproprier ça et après voilà se faire de l'argent dessus, etc. Classique. Donc voilà, il y a tout ça en fin de compte, tu vois. Donc et sur le plan justement social, parce que il faut savoir que nos anciens quand ils ont voté pour la départementalisation de la Réunion, de la Guadeloupe, des autres colonies françaises là, pour eux ils avaient espoir qu'il y ait une égalité avec l'Hexagone. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 1946, on voit que les inégalités se creusent. Le taux de chômage chez la jeunesse, il y a aussi l'échec scolaire, etc. La vie chère, parce que comme on est dépendant des produits importés, tout ce qui arrive par rapport à ici, les produits sont largement plus chers. Donc voilà, il y a tout ça. Et le génocide par substitution, pour terminer, comme l'a dit Césaire, c'est-à-dire comme on va dire sur le terrain social et économique à la Réunion, on est une colonie. Il y a rien qui va dans le sens des intérêts de la population. Donc la population, elle vient ici. Mais par contre, les métropolitains ici, quand ils vont là-bas, ils ont les postes à responsabilité, etc. Donc voilà. Pour un peu entourer une notion particulière qui est un peu floue pour les personnes extérieures au mouvement, j'aimerais que tu nous expliques pour toi ce que tu entends par la souveraineté. À qui appartient-elle? Quel idéal cette idéologie veut réaliser? Super. Alors nous, la souveraineté, justement, nous quand on parle, parce que d'ailleurs dernièrement, lors d'une visioconférence, j'ai dit, quand je fais mon intervention, j'ai dit que la révolution, elle doit être progressiste et non pas réactionnaire. C'est-à-dire que s'il y a une indépendance réunionnaise, nous on veut une gouvernance par le bas et non pas par le haut. Dans le sens où on veut pas que ce soit une petite élite réunionnaise qui prenne la place du colon et qui va exploiter ses compatriotes réunionnais. Donc là-dessus, on est, voilà, nous, quand on dit souveraineté, on dit vraiment souveraineté au peuple, souveraineté vraiment, on va dire, à la classe prolétarienne de la Réunion qui n'a pas de capital. Et nous, en fin de compte, c'est pour ça qu'on se dit clairement que dans notre combat pour cette souveraineté-là, nos premiers adversaires, quand on sera à la Réunion, sur le plan local, ça va être vraiment les descendants des esclavagistes, des gros, ceux qui ont tout le capital, tout ça, parce que ils vont... Ceux qui font barrière à cette souveraineté. Voilà, ceux qui font barrière à cette souveraineté, que ce soit du coup cette classe économique-là qui exploite le peuple. Par exemple, Bernard Ayotte, qui s'est implanté aussi à La Réunion, il est aux Antilles, tout ça, il est en Kanaki, mais il est aussi à La Réunion, c'est lui qui a le monopole économique. Ayotte qui a fait sa richesse sur l'esclavage, etc. Donc c'est vraiment un gros blanc. Donc ces personnes-là, cette classe économique-là, mais aussi la classe politique locale réunionnaise, qui en réalité profite de ces systèmes-là. Et c'est pour ça que tu vas jamais entendre un politicien réunionnais, qui soit député ou maire ou président de région,
dire il faut l'indépendance, serait-ce même l'autonomie, tu l'entendras pas. Donc voilà, donc ces deux types de classes-là vont s'opposer à nous, parce que nous, quand on parle de souveraineté, on a clairement conscience et que si cette souveraineté-là, elle va dans le sens toujours de cette petite élite, d'une autre petite élite qui va émerger et qui va continuer à exploiter la population, ça sert à rien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en parlant avec d'autres militants réunionnais, il y en a qui m'ont dit que il y a des personnes qui les ont parlé et qui leur ont dit oui, mais si on a une indépendance et que ce soit la même élite-là qui est au pouvoir politique et capitaliste qui est au pouvoir, qui a cette indépendance, cette souveraineté entre ses mains, ben en réalité, on sera toujours dans la même galère. Donc voilà. Donc nous, quand on parle de souveraineté à Ubuntu, c'est vraiment une souveraineté populaire. Donc à travers justement une organisation économique, sociale, qu'on réfléchit dessus. Voilà. D'accord. En parlant de ces luttes populaires, on sait que le plus souvent, elles sont récupérées par les mouvements de gauche. Mais au final, on se demande si certaines organisations dites de gauche, qui s'approprient les luttes anticoloniales et indépendantistes, finissent par détourner la diaspora des véritables nécessités de l'indépendance et de la souveraineté de leur origine. Que faire contre ces mouvements de gauche qui édulcorent un peu cet idéal souverainiste ou indépendantiste? Ben justement, ça c'est une très bonne question parce que nous on l'a constaté sur le terrain. C'est-à-dire l'année dernière, quand j'étais à La Réunion, il y avait des mobilisations, tout ça, par rapport à ce qui se passait à Mayotte. Donc on était dans les mobilisations et il y avait des organisations de gauche qu'on trouve ici, genre Écologie Les Verts, la France Insoumise, tout ça, qui ont leur section à La Réunion. Donc déjà, ça montre qu'ils sont vraiment dans cette visée colonialiste, parce que si pour eux, justement, il fallait une indépendance pour La Réunion, tout ça, là, le fait qu'ils aient leur section là-bas, pour eux, c'est la France, tu vois. Donc clairement, parce que c'est des partis français. Donc voilà. Et donc ces partis-là, à un moment, quand il y avait des discussions, tout ça, ben on voit que la question d'indépendance, ils veulent pas en entendre parler. Hein. Clairement, c'est-à-dire eux, ils vont dire oui, non, c'est pas la priorité. Alors que si c'est la priorité, mais eux à chaque fois ils vont dire non, c'est pas ça. Nanana. Donc ces partis-là, comme tu l'as dit, ces partis de gauche-là vont se réapproprier les luttes, vont être là devant pour les luttes populaires, etc. Mais jamais ils vont orienter les notes vers la question de la souveraineté, de l'indépendance, parce que ces partis-là ont tout à perdre, parce que ils savent très bien qu'ils sont français, donc ils veulent pas perdre leurs bénéfices. Donc maintenant, pour lutter contre eux, ça passe vraiment par une mobilisation des organisations qui sont sur place et qui sont pour la souveraineté de la Réunion. C'est à nous vraiment de faire une forme de fédération, un front anticolonialiste, et de pouvoir ensuite investir la rue aussi, être là quand justement sur le terrain social, par exemple, il y a des salariés de telle entreprise à la Réunion, ou bien même les agriculteurs quand ils ont des problèmes, quand ils manifestent, ben nous d'être là avec eux, mais en même temps d'aller parler avec eux pour décortiquer le système et leur dire pourquoi, pour quelles raisons il nous faut justement une rupture avec le système et quels seront les bénéfices pour nous. Donc voilà, et en fin de compte, c'est pour ça qu'il faut, et c'est pour ça que je le dis depuis que je l'ai dit au début, il est nécessaire que les militants qui se disent anticolonialistes à La Réunion commencent aussi à dire clairement qu'ils sont indépendantistes et qu'ils travaillent avec nous sur le projet pour une Réunion indépendante, et qu'on se mobilise ensemble pour aller prendre la parole avec nos frères et sœurs quand ils sont justement dans les luttes sociales, etc., pour contrebalancer le discours des mouvements de gauche qui sont très présents à La Réunion aussi. Ça, c'est très important. Et pour terminer là-dessus, un exemple, lors des dernières élections législatives à La Réunion, la plupart des politiciens de gauche à La Réunion étaient sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Donc voilà, mais les députés de gauche de Nouveau Front Populaire, de ça, par exemple, il y a Frédéric Maillot, peut-être vous avez déjà entendu, et il fait des discours, des prises de parole à l'Assemblée nationale qui sont percutantes. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais maintenant, lui, il va jamais se dire indépendantiste parce que voilà, il a tout à perdre là-dedans, lui, tu vois. Donc voilà, donc il y a des exemples comme ça. Donc maintenant, c'est à nous, indépendantistes, d'investir aussi, d'investir le champ social, ça c'est important, mais aussi le champ politique, pour diffuser ce discours-là. Donc voilà. D'accord. La manœuvre du dégel électoral met en lumière la gestion coloniale de la France dans ses colonies.
Comment tu perçois la mobilisation pour la Kanaki en métropole? Quels en sont les acteurs, les réalités du terrain et les finalités de ces mobilisations? Hmm. Alors, ben, du coup, par rapport à la Kanaki, comme tu l'as dit, ça a mis la lumière justement sur la gestion coloniale de nos pays. Et nous, ce qu'on voit, c'est que il y a une grosse mobilisation ici à Paris. Il y a eu des mobilisations qui ont été régulières, notamment menées par Solidarité Kanaki. Donc Mhm. là, donc il y a Solidarité Kanaki, il y a Mouvement Kanak, Mouvement des jeunes Kanaks de France. Donc c'est vraiment la diaspora kanak qui est à l'initiative, qui organise tout ça. Et on voit que la répression là-bas en Kanaki est terrible. On a vu notamment, ben, il y a eu des morts. Mhm. Et il y a des personnes qui sont emprisonnées, là d'ailleurs à l'heure actuelle, qui ont été déportées ici en France. Donc Vous avez une cagnotte voilà, il y a une participer. cagnotte d'ailleurs pour participer pour les frais d'avocat, tout ça. Donc, comme tu l'as dit, ça montre qu'il y a une justice coloniale et une politique coloniale qui est menée clairement par la France vis-à-vis de la Kanaki. Nous, maintenant, ce qu'on voit, c'est que il y a eu la mobilisation ici, mobilisation aussi à La Réunion aussi, où on a des camarades qui sont mobilisés. Aux Antilles aussi, il y a des camarades qui sont mobilisés là par rapport à la Kanaki. D'ailleurs, je crois avant-hier, il y a une mobilisation en Guadeloupe, en solidarité avec la Kanaki. Après, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi ben, les frères et sœurs du continent africain qui prennent cette question en compte, parce que là, il y a l'ONS, une organisation panafricaniste, où il y a différentes organisations du continent et de la diaspora, qui ont fait du coup une visioconférence là-dessus, sur la question de la solidarité avec la Kanaki. D'accord. Donc voilà, donc on trouve que la mobilisation, elle est là maintenant. Nous, ce qu'on voit, c'est que nécessairement, il faut clairement que ce soit à La Réunion et dans les autres pays colonisés là actuellement, que nous indépendantistes, on utilise cette fenêtre d'ouverture. Parce que il faut que, comme d'autres camarades nous l'ont dit, il faut qu'il y ait que ça pète un peu partout, quoi. Parce que c'est comme ça en réalité qu'on va pouvoir vraiment créer une forme de panique au sein du bateau colonial. Voilà. Parlant d'associations politiques avec les autres pays africains ou panafricains, j'ai la question suivante. Comment les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont les seuls gouvernements panafricains actuels, pourraient collaborer avec les zones d'outre-mer pour réaliser une indépendance totale et prospère? Quel genre de partenariat ou de soutien? Hmm. Ben justement, cette question-là, elle est venue aussi là par rapport à l'actualité, hein, parce que sans doute vous avez entendu parler du fait que là dernièrement, il y a les colonies françaises à travers leurs organisations politiques qui se sont réunies à Bakou. Je sais pas si vous avez entendu ça. Non. Tu C'était peux dernièrement, il y a préciser? 2, 3 jours. Donc il y a des articles qui sont sortis, voilà, sur Outre-mer Première. Même il y a un média de La Réunion qui a écrit un article dessus, tout D'accord. ça. Et aux Antilles aussi, ils en ont parlé. En gros, oui, ce congrès-là a été organisé à Bakou, donc l'Azerbaïdjan, parce que à ce qui est dit hein, dans ce que j'ai lu, voilà, dans le communiqué, il y a un groupe d'initiatives de Bakou. Donc ça, c'est factuel, hein, ça existe. Et à ce qui paraît, ce groupe-là qui rassemble les différentes organisations indépendantistes des pays colonisés par la France est soutenu par l'Azerbaïdjan. Donc voilà. Mais après, on n'a pas encore plus d'informations dessus. Donc ça, c'est une information qu'il faut creuser. Oui. Donc là, nous, à Kaobuntu, on voit qu'il y a des organisations sérieuses qui sont là-dedans, hein, comme le MDES, Parti indépendantiste guyanais, dont ils ont un député, Jean-Victor Castor, qui depuis le début a cette ligne indépendantiste, lui il dit clairement indépendantiste, donc là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une autre organisation indépendantiste sérieuse aussi, qui s'appelle l'ANG, c'est en Guadeloupe. Donc voilà, donc il y a des organisations dedans qui sont là, il y a aussi le FLNKS, Kanaki, qui sont dans ce groupe-là. Donc on voit, il y a ça, maintenant c'est à observer, à voir. Après, justement, à travers cette actualité-là, il y a des sœurs qui nous ont dit, mais justement, ben, pourquoi nous ne pas faire le rapprochement, comme tu l'as dit, avec l'AES, ce qui serait plus naturel, je pense, selon moi, par rapport, ben, c'est l'Afrique, etc. Et en fin de compte, on doit faire cette connexion avec les pays africains. Hein. Et là, ça, justement, à Kaobuntu, c'est quelque chose aussi, on s'est dit,
s'est dit, ben, en réalité, nous, on regarde notre zone géographique. Bon, ben, il y a le Mozambique, il y a l'Afrique du Sud, il y a, voilà, on est proche de vraiment, ben, on est sur le continent africain. Donc, même si je me trompe pas, il y a un document de l'Union africaine à l'époque qui disait que la Réunion est une île africaine colonisée par la France. Et donc voilà. Donc maintenant, là-dessus, je te rejoins complètement. Il faut que nous, ben, indépendantistes, réunionnais, il faut que nous amenons sur la table la question du rapprochement avec les pays de l'AES. Clairement, moi, je vois plus ça que une connexion avec l'Azerbaïdjan. Après, je sais pas comment s'est fait cette alliance-là, mais par contre, nous, pour la Réunion, si on parle de la Réunion, oui, l'AES, je pense, il faudrait réussir justement à faire connaître aux dirigeants des pays de l'AES qu'il y a justement des panafricanistes et des indépendantistes à la Réunion qui se battent contre l'impérialisme français. Et voilà. Le premier pas, quoi. C'est ça. Se faire connaître à leurs yeux. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est nous qui devons faire le premier pas. Et moi, je suis sûr que les pays de l'AES soutiendront les mouvements, que ce soit à la Réunion, Guadeloupe, Martinique, tout ça. Ça, pour moi, il y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, ben, c'est nous qui devons faire connaître parce que si on ne connaît pas, c'est pas eux qui vont, tu vois. Donc voilà. C'est plaisir à entendre. Voilà. On va passer à la dernière question. Quel conseil ou quel argument tu donnerais pour convaincre une personne issue des Outre-mer qui n'est pas du tout convaincue par le discours souverainiste et indépendantiste de au moins expliquer les fondamentaux qui bloquent la Réunion et les Outre-mer dans leur situation actuelle? Ben, alors, pour répondre à ta question, ben, pour nous, ce qu'on dit justement à notre peuple, la Réunion, tout ça, même après les autres, par rapport à la Guadeloupe, Guyane, Martinique, qui sont colonisés par la France, c'est que en réalité, un pays colonisateur, il va jamais dans l'optique de développer ses colonies. Ça, c'est clair et net, et ça, on le voit depuis qu'il nous colonise. La France n'a jamais eu pour idée de faire en sorte que justement, que l'économie marche bien dans nos pays, que le système social marche bien aussi. Ça va à l'encontre de leurs intérêts parce qu'ils savent très bien que si le Réunionnais ou le Guadeloupéen, tout ça, il a conscience qu'il a un potentiel et qu'il n'est pas obligé d'être dépendant des produits importés au niveau de l'alimentation ou autres de l'extérieur, notamment de la France, et que s'il a conscience qu'en réalité sa terre est riche, il y a aussi les ressources halieutiques avec la mer, tout ça. On a aussi, on peut mettre en place tout ce qui est l'énergie renouvelable, etc., pour faire tourner notre économie. On peut mettre en place notre propre système social. Donc, le système colonial et le pays colonisateur, il sait très bien que si on a conscience de ça, en réalité, on voudra faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc, tant qu'on restera une colonie française, il n'y aura pas justement de justice sociale ni de développement du bien-être du Réunionnais, etc. Donc, on sera toujours dans cette situation où on sera obligé de quitter la Réunion, d'aller au Canada, d'aller en France ou dans un autre pays, parce que justement, le système qui est en place, en fin de compte, ne va pas dans le sens de nos intérêts. Donc, nous, c'est pour ça qu'on dit l'indépendance, la souveraineté. Nous, on dit que c'est quelque chose qu'il faut élaborer. C'est un projet de société au niveau du système économique, du système politique, du système social, au niveau du système éducatif, de santé, etc. Donc maintenant, c'est pour ça, nous, on invite les Réunionnais qui sont conscients de ces problématiques-là, de nous rejoindre pour travailler sur le projet. Parce que nous, on est clairement conscient que dire l'indépendance, c'est bien, mais il faut un projet qu'il faudra construire avec des personnes qui veulent construire ce projet-là pour pouvoir après construire vraiment une souveraineté réunionnaise. Voilà. Ubuntu, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous. Aux prochaines collaborations et bonne continuation. Merci.